de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Les personnes en situation de handicap ont battu le macadam ce jeudi pour réclamer le respect de leurs droits. Elles ont arpenté les rues de la place Gao à la préfecture de Ziguinchor où un mémorandum a été remis au chef des lieux. Le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, préoccupé par l'employabilité des jeunes de la région, la structure a offert ce jeudi un cadre d'échange à ses membres pour leur permettre d'examiner les atouts et contraintes à l'emploi des jeunes. La rubrique culture, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. L'emploi des jeunes dans un environnement économique d'une zone agricole et touristique, atouts, défis et perspectives, c'est le thème du forum organisé ce jeudi par le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, une rencontre dont l'objectif est de placer les jeunes au centre des débats sur l'employabilité. C'est un reportage signé Eva Sagna. Après Dakar et les autres régions du Sénégal, c'est la région de Ziguinchor qui reçoit le grand forum de la jeunesse avec le président du Conseil national de la jeunesse. La formation, la réinsertion des jeunes est l'objectif majeur du Conseil national de la jeunesse. Nous, jeunes, nous représentons plus de 65% de la population. Et si la majorité de la population ne participe pas à la création de richesses, on ne pourra pas parler d'émergence. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse, avec ses démembrements, tente de sensibiliser non seulement l'État du Sénégal, les collectivités locales, le patronat, et mobiliser toute la jeunesse sénégalaise par rapport à la création de richesses. Ce forum a pour objectif de mobiliser toute la jeunesse par rapport à la création de richesses, mais aussi parler des opportunités d'emploi dans cette zone du Sénégal. Aujourd'hui, on est ici à Ziguinchor avec le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor pour organiser ce forum, pour mobiliser tous les mouvements de jeunesse de la région pour qu'on puisse parler des opportunités d'emploi ici dans la région de la verte Casamance. Nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, notre rôle, c'est d'abord de les sensibiliser, de les former, de les regrouper pour qu'ils puissent capter tous les mécanismes de financement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour permettre aux jeunes de la Casamance de pouvoir capter les financements de l'ADER à la sortie de ce forum. La Fondation Konrad Adenauer accompagne depuis quelques années la jeunesse sénégalaise dans la recherche d'emploi. Dans un pays où les jeunes connaissent un taux de chômage important, il est difficile de parler de démocratie ou de paix. Donc il est important de promouvoir tous les facteurs qui peuvent induire un développement économique et aussi la participation des jeunes. L'emploi des jeunes demeure toujours une préoccupation au niveau national, mais surtout au niveau local, quand on sait que Ziguinchor est une zone touristique pleine de potentiel économique. Le président de la République poursuit la mise en œuvre des engagements pris pour l'amélioration des conditions d'études des pensionnaires des différentes universités du Sénégal. L'université Assane Seck de Ziguinchor a vu son centre médico-social recevoir une ambulance médicalisée, un acte magnifié par l'administration de ce temple du savoir, suivant les réactions de Momodo Djombera et Kourfia Keba Diawara, respectivement directeur du CROUS et recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Cette ambulance vient à point nommé pour améliorer les conditions de vie, mais surtout améliorer le transfert des étudiants vers les différentes structures sanitaires de la région et également les transferts vers les autres structures sanitaires du pays. Cette ambulance-là que vous avez est le premier geste qui a été accompli par son Excellence le Président Macky Sall, auxquels s'ajouteront d'autres gestes comme la construction de 1000 lits, l'effectivité de la réduction des prix du ticket du restaurant qui est déjà effective depuis le 1er juillet, la construction d'un centre médico-social moderne de dernière génération également, mais aussi la construction du CEDUCUS de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Donc toutes ces promesses tenues ont été quasiment réalisées ou encore sont en cours d'être réalisées.
Le service à la communauté ne faisait pas partie des obligations des universités. Aujourd'hui, c'est une obligation, ce n'est pas une faveur. Donc cette ambulance que Monsieur le Président de la République a eu à mettre à la disposition du Centre régional des œuvres universitaires et sociales est un bien commun. Est un bien commun au service de ceux qui en ont besoin, au service des demandeurs. Donc soyons rassurés que c'est à nous de l'entretenir, c'est à nous d'en faire bon usage. Nous disons à Monsieur le directeur du CROUS, le collègue Djombera, soyez rassurés de l'accompagnement du conseil d'administration pour que les choses soient telles qu'elles sont souhaitées et telles qu'elles devraient être. Le conseil d'administration est là pour cela et nous veillerons à cela. Nous remercions tout le monde, mais surtout rassurons que les vœux, nous sommes le prolongement des vœux du président de la République. Donc nous veillerons à ce que tout se passe dans les règles de l'art et au bénéfice de la communauté, au bénéfice de toute la communauté, j'allais dire. L'Union régionale des associations des personnes vivant avec un handicap a brisé le silence ce jeudi pour dénoncer des manquements notés dans le respect des droits de leurs membres. Des dizaines d'entre eux ont battu le macadam de la place Gao à la préfecture où ils ont lu et remis un mémorandum à l'adjoint au préfet qui les a reçus. Reportage. Elles étaient nombreuses, les personnes en situation de handicap, à marcher à travers les artères de Ziguinchor pour réclamer le respect de leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que 2018 fut décrété année sociale et que nous, en tant que personnes handicapées ici au niveau de la région de Ziguinchor, nous n'avons jamais senti de cette année sociale-là. Ensuite, par rapport à la couverture maladie universelle, beaucoup de personnes handicapées jusqu'à présent ne sont pas enrôlées, mais également leurs familles, parce qu'on ne peut pas concevoir pour les autres populations non handicapées, donc qui sont détentrices de la bourse de sécurité familiale, on enrôle leurs familles. Et par rapport aux personnes handicapées, leurs familles ne sont pas enrôlées. Il y a également par rapport à l'emploi. Donc parce que le Sénégal a ratifié depuis 2010 la Convention internationale, mais également la loi d'orientation sociale. Et donc dans cette loi, il est dit que donc, pour chaque recrutement, 15% des personnes handicapées, 15% des personnes recrutées seront des personnes handicapées. Jusqu'ici, au niveau de la région de Ziguinchor, aucune personne handicapée n'est recrutée. Leur non-implication dans les prises de décision est aussi une autre doléance posée par ces personnes en situation de vulnérabilité. Auparavant, ça fait 2 ans, 3 ans, donc on était impliqués dans les CRD, CDD, CLD. Mais malheureusement, actuellement, ça fait plus de 2 ans que les personnes handicapées ne sont plus informées de ce qui se passe ici au niveau de la région de Ziguinchor. Tout récemment, pour preuve, donc il y a le lancement de la journée, de la semaine sur le VIH. Qui s'est passé ici au niveau de Ziguinchor. Il y a un CRD qui a été tenu à cet effet. Donc on ne peut pas parler de VIH-Sida sans pour autant parler des personnes handicapées, parce que vous savez que le taux de prévalence des handicaps par rapport au VIH est très élevé ici au niveau de la région de Ziguinchor. Ces marcheurs ont remis donc leur mémorandum à l'adjoint au préfet de Ziguinchor qui promet de transmettre leurs doléances acquis de droit. Les forêts de la commune de Djignaki sont décimées de façon particulièrement inquiétante. L'enclavement de la zone, la situation frontalière de la collectivité territoriale avec la Gambie sont désignés comme principale cause de l'agression que subit la forêt, d'où ce cri de cœur du premier adjoint au maire de Djignaki qui déplore et invite l'État à réagir. Bekay Djidjou est au micro de Lamine Padiane. Une commune de 274 km², dont les 60% du territoire sont occupés par les forêts. Malheureusement, ces forêts sont très mal exploitées. Si je prends un exemple, la Gambie, qui est une république sœur, fait partie des meilleurs pays de l'Afrique en conservation de ressources forestières, mais aussi en même temps, meilleur pays de l'Afrique en exportation de ressources forestières. Ce qui veut dire que notre forêt est exploitée par nous-mêmes au grand profit de la Gambie. Mais cela s'explique par l'enclavement du secteur où se trouvent ces grandes forêts. Parce que imaginez, même si on mettait à notre disposition
des agents des eaux et forêts, avec des moyens de transport, c'est-à-dire la logistique qu'il faut, tant que le secteur qui fait l'objet de pillage n'est pas accessible, alors les services compétents ne pourront pas contrôler les forêts. La meilleure manière pour nous de gérer ces ressources forestières, c'est de faire en sorte que l'État désenclave complètement le secteur pour permettre au secteur compétent de mieux surveiller la forêt. Le conseil départemental de Bignona accompagne ce processus de protection des ressources forestières. C'est le moment également et le lieu pour moi de remercier le président Mamina Camara et son équipe pour vraiment cette action noble qu'il mène dans la commune de Djignaki, qui consiste à sauvegarder définitivement la forêt, en sauvegardant le reste qui est déjà là et en aménageant de manière à ce qu'un reboisement se fasse continuellement pour encore davantage conserver une forêt pour nos enfants. Des ordures désormais déversées dans la rue pour manifester leur colère, c'est la stratégie adoptée par les populations de Tilène, plus que jamais décidées à contraindre l'autorité municipale à trouver une solution rapide quant aux ordures qui assurent le décor de certains quartiers de la ville en ce début d'hivernage. Un fléau qui n'épargne point Kadior, où les populations craignent aussi pour leur santé. C'est un reportage signé Cheikh Tidiane Cissé. Ziguinchor, ville propre, voilà un adage qui n'est pas loin de relever d'un simple rêve pour les habitants de cette ville presque abandonnée sous l'emprise des ordures. Et les populations du quartier Tilène, pour manifester le ras-le-bol, ne trouvent rien d'autre comme solution que de déverser les ordures sur la voie publique, non sans se plaindre du comportement des autorités municipales. Nous avons du mal à travailler avec ces ordures. Cause ou raison pour laquelle on vous dit qu'on en a marre, quoi. Vraiment, ça fait tellement marre de respirer dans ces ordures-là, franchement. Que les populations sachent que ce pôle n'appartient pas à la population, mais plutôt au marché. Et que le président du marché ou l'adjoint qui prenne conscience ou qui prenne ses responsabilités de bien vouloir 2 jours de venir prendre les ordures. Sinon, ça va continuer de cette façon-ci. Ce n'est pas des menaces, mais c'est juste des mises en garde. Ça fait très mal. Regardez ou demandez les 2 voies de Tilène. Il y a pas mal d'accidents à cause de l'éclairage. Ceux qui hantent le sommeil des habitants du quartier Tilène n'épargnent point ceux de Kadior, qui craignent beaucoup pour leur santé, surtout avec le début de l'hivernage. Nous nous sentons négligés parce que partout à Ziguinchor, il n'y a même pas un milieu sale comme le nôtre. Toute poubelle que vous voyez ici, des moutons morts, des chats morts, vraiment, tout vraiment. Hein. Et puis surtout, disons, le marché qui nous encombre ici de poubelles. Et nul ne s'occupe de nous. Il fut vraiment, les années passées, c'est nous, la population, qui ont débloqué notre argent uniquement pour le nettoyage de notre canal. Franchement. Alors donc, un effort, car disons qu'un nettoyage doit être propre, mais pas mener vraiment une poubelle d'un canal et l'exposer sur la route. Franchement, ça, c'est pas un travail. C'est rendre les gens encore plus malades que, franchement, vraiment la respiration et n'importe comment. Les maladies dont vous voyez, nous vivons avec nos enfants. Franchement, oui. Et si l'État vraiment se débrouillait pour fermer le canal, si c'est plus mieux que de nettoyer chaque année. Regarde, les nettoyages viennent de débuter même la semaine passée. Là, c'était une voiture qui était venue pour le nettoyage. Qu'est-ce que cela veut dire le nettoyage? Ils ont sali, ils ont empiré encore notre coin. Franchement, débrouillez-vous et faites le mieux possible. Sinon, moi André Boli, j'amènerai toute la jeunesse et je vais remplir encore la route de poubelle. Et mieux vaut que je meure même en prison, car je n'ai pas offensé. Reste à savoir si ce cri de cœur des citoyens qui réclament leur droit à un environnement sain, un cadre de vie décent et une sécurité minimale sera entendu de la bonne oreille par les autorités municipales de Ziguinchor. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmounaba. Bienvenue à tous dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 5 juillet 2018.
Bienvenue à tous. On entame par la peinture. Le plasticien peintre Bernard Brianti a peint une falaise en bleu. Suite à cela, il a été condamné mardi par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une amende de 3 000 € avec sursis. Le parquet dénonçant une atteinte au patrimoine écologique et une dégradation dans un site classé à Vitrolles avait requis une telle amende, mais avec un sursis couvrant seulement la moitié de la somme. Vous n'avez pas fait de l'art, vous avez pollué esthétiquement, pollué environnementalement, l'a accusé le procureur Rémi Evon, évoquant les microparticules de peinture appelées à migrer dans la nappe phréatique. C'est par ces images qu'on boucle cette rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités culture et d'ici là, portez-vous bien. L'actualité internationale de ce jeudi 5 juillet 2018 nous mène en Guinée-Conakry, en France et en Pologne. Synthèse de Eva Sagna. En Guinée-Conakry, l'appel à la grève générale lancé par les principaux syndicats pour protester contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe était largement suivi ce mercredi. Cette grève a été initiée par l'intersyndicale formée de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et de l'Union syndicale des travailleurs à Conakry. Le secteur du transport a été le plus touché par cette grève. Toutefois, les gares routières de transport interurbains et internationaux sont restées fermées. La circulation des transports en commun était rendue impossible par des jeunes postés dans plusieurs points de la ville. Le manque de taxis et de minibus a affecté l'administration qui, de fait, était complètement paralysée ce mercredi matin. En France, une deuxième nuit d'émeute a eu lieu à Nantes, dans le nord-ouest de la France, où un jeune homme a été tué mardi soir par la police. Des voitures, bâtiments publics et commerces ont été incendiés dans plusieurs quartiers sensibles de la ville. 11 personnes, dont 4 mineurs, ont été interpellées. La situation est tendue dans cette ville de Loire-Atlantique depuis la mort d'un homme de 22 ans abattu d'une balle dans la gorge tirée par un policier. La nouvelle s'était rapidement répandue et provoqué une révolte spontanée de jeunes habitants. Et enfin en Pologne, alors que le conflit autour de la Cour suprême polonaise gagne en intensité, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix s'est joint aux manifestants pour apporter son soutien à la présidente de la plus haute juridiction du pays. L'ancien héros de la lutte contre le communisme dénonce une nouvelle loi décriée qui abaisse l'âge de la retraite de 65 à 70 ans. Une réforme dénoncée par les opposants au pouvoir en place, mais aussi par la Commission européenne, car perçue comme une entrave au principe de séparation des pouvoirs au profit du pouvoir politique. Devant le Parlement européen à Strasbourg, le Premier ministre polonais a lui affirmé qu'il s'agissait de renforcer les capacités de la justice et de combattre la corruption en Pologne. La page des sports, c'est l'affaire de Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons avec les préparatifs des quarts de finale de la Coupe du Monde. L'entraînement bat son plein à l'avant-veille des quarts de finale du mondial en Russie. Pendant ces 2 jours de pause, les Français par exemple se préparent pour leur match face à l'Uruguay, vendredi à 14h. J'aimerais bien savoir aussi si l'attaquant star Cavani, blessé au mollet, sera de la partie ou non. On connaîtra les deuxièmes demi-finalistes après le match Brésil-Belgique à 18h vendredi à Kazan. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis 16 ans en 2002 en 8e de finale de la Coupe du Monde. La Seleção avait battu les Diables Rouges 2-0. Et si on regarde l'histoire de leur confrontation, le Brésil est largement dominateur. Les Anglais, eux, attendaient depuis 12 ans de retrouver les quarts de finale d'un mondial. Ils vont le faire samedi à 14h face à la Suède. Il revient en quart pour la première fois depuis la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Les Suédois, éliminateurs en barrage de l'Italie, feront tout pour poursuivre un parcours déjà exceptionnel.
Et puis à 18h samedi, le match de toute une nation attend déjà Russie-Croatie, une affiche à laquelle pas grand monde n'avait pensé et qui vient couronner le succès historique d'une sélection russe galvanisée, peut-être par le fait de jouer à domicile. Prochaine étape après ce week-end, les demi-finales qui se joueront mardi et mercredi prochain. La France qui affronte vendredi 6 juillet l'Uruguay en quart de finale du mondial va se frotter à une sélection solidaire et bien organisée défensivement, façonnée pour résister coûte que coûte à n'importe quel adversaire. L'adversaire des Bleus en quart de finale du mondial 2018 ne se résume pas à l'efficacité diabolique de ces deux attaquants mondialement connus, Luis Suarez et Edison Cavani, blessés au mollet durant le 8e face au Portugal et incertains contre les Bleus vendredi. L'Uruguay, qui a enchaîné 4 victoires d'affilée en Russie, mise surtout sur sa solidité et sa rigueur défensive pour écarter la France de son chemin le 6 juillet. Dirigé par le maître tacticien Oscar Tabarez, 71 ans, est en poste depuis 2006. La Céleste n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition, contre 4 pour la France, sur un coup de pied arrêté en 8e de finale au Portugal. L'assurance vie de cette sélection repose sur un bloc compact, discipliné et travailleur. Les Bleus sont fixés. L'Argentin Nestor Pitana a en effet été désigné pour arbitrer la rencontre des quarts de finale entre la France et l'Uruguay vendredi. Il sera assisté de ses compatriotes Eman Maidana et Juan Pablo Belatti, tandis que l'Iranien Alireza Fakhani, qui avait officié lors du match face à l'Argentin en 8e de finale, tiendra le rôle de 4e arbitre. Au programme des quarts de finale du mondial qui se joue en Russie, demain vendredi 6 juillet 2018 à 14h, Uruguay fera face à la France et à 18h, Brésil jouera contre la Belgique, un match très attendu. Samedi à 14h, Suède fera face à l'Angleterre et à 18h, la Russie jouera contre la Croatie. À présent, nous accueillons Moussou Yeyo pour la revue de la presse. À Dakar, ce 5 juillet, divers sujets sont au menu des quotidiens parvenus jeudi, parmi lesquels Le Soleil et l'As, par exemple, évoquent les textes législatifs annoncés par les pouvoirs publics pour la prise en charge de l'économie du pétrole et du gaz. Le Soleil, citant le communiqué du dernier Conseil des ministres tenu à la veille, rapporte que le président de la République a invité le gouvernement à finaliser avant fin septembre l'élaboration des projets relatifs au code pétrolier, à la loi d'orientation sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz et à la loi d'encadrement et de développement du contenu local. À cette occasion, le président Sall a demandé au gouvernement de bâtir une véritable économie du pétrole et du gaz et d'élaborer en relation avec le secteur privé national une doctrine officiante d'encadrement et de développement du contenu local, note Le Soleil. La mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de la concertation nationale sur les hydrocarbures a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres. Hier, le chef de l'État en a profité pour exhorter le gouvernement à finaliser tout l'arsenal juridique à faire avant fin septembre, relève de son côté l'AS. Macky réclame son code au gouvernement avant fin septembre, souligne également Sud Quotidien. Le Témoin quotidien annonce sur un tout autre sujet que le président Sall est attendu ce jeudi à Koungheul dans la région de Kaffrine Centre pour réconforter les éleveurs sinistrés par les premières pluies de l'hivernage 2018-2019. De 10 500 bêtes comme initialement annoncé, on en serait aujourd'hui à peu près de 20 000 petites ruminants, de 135 bovins morts dans ces précipitations. En outre, 430 éleveurs au moins sont impactés, écrit ce journal. Alerte rouge, titre enquête, à Dakar comme dans les régions, la transfusion sanguine par voie sécurisée demeure un véritable casse-tête pour les professions du secteur, fait savoir le journal. Une situation qui cause souvent des pertes en vie humaine car 12% des poches collectées sont détruites car contenant de l'hépatite B, Sédhiou, Matam et Louga sont les plus déficitaires, signale enquête. Les sujets de société trouvent prolongement dans d'autres journaux comme Vox Populi et le journal Le Quotidien qui évoquent tous les deux une campagne lancée pour l'équipement de l'imam Alioune Ndao, un terroriste présumé dont le procès sera connu dans 15 jours. 9 organisations islamiques ont djihad pour Imam Ndao, souligne Vox Populi en première page, prière pour un acquittement, renchérit le journal Le Quotidien. Le verdict du procès de l'imam Ndao, poursuivi pour terrorisme, sera connu le 19 juillet prochain. Mais le membre des associations qui l'ont toujours soutenu
convaincu de son innocence, demande au juge de l'acquitter, rapporte Le Quotidien. Pour le reste des quotidiens, les sujets politiques continuent de dicter autant leur loi. Khalifa Sall tout droit à laboratoire. Affiche L'Observateur dont la une est dédiée au maire de Dakar, condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics. Les partisans de l'édile demandent son élargissement, se fondant sur un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, selon lequel les droits de M. Sall à un procès équitable, à la présomption d'innocence, à l'assistance d'un conseil ont été violés au cours du procès et de la procédure le visant, lui et ses co-détenus. Mais si l'on en croit L'Observateur, le maire de Dakar court vers la mort politique, lui qui a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture. Il risque de subir le même sort que Karim Wade, également condamné à 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA pour enrichissement illicite, sans compter que sa demande d'inscription sur les listes électorales provisoires a été rejetée par les services concernés. La justice aurait aussi résolu aux 2 des cas politiques les plus médiatisés du Sénégal. Khalifa Sall étant présenté comme un candidat potentiel à la présidentielle du février 2019, pour laquelle Karim Wade a déjà été investi par le Parti démocratique sénégalais PDS, la formation de l'ancien président Abdoulaye Wade. Grosse incertitude affiche également Tribune à ce sujet. À 7 mois de la prochaine présidentielle, il faut signaler que le Sénégal marche vers les lendemains incertains, indique ce journal. Il ajoute les affaires Karim Wade et Khalifa Sall semblent être des bombes à retardement à un moment où le régime actuel piétine des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Les autres composants de ce cocktail assez dangereux reste le parrainage et certains contenus du code électoral. De fait, constate Walf Quotidien, le PDS dont le candidat à la présidentielle a vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetée et à l'épreuve du plan B. Le réalisme politique devait amener le Parti démocratique sénégalais à dévoiler son plan B. Si tant est que les libéraux tiennent à participer activement à la présidentielle de 2019, estime le journal. Le PDS n'a guère le choix après le rejet de l'inscription sur la liste électorale de son candidat, déclare synonyme de disqualification. L'heure de plan B a sonné. Ne pas se rendre à l'évidence relèverait d'une politique de l'Autriche ou d'une simple stratégie politique pour endormir l'adversaire, insiste Walf Quotidien. C'est tout pour la revue de presse. Bonne lecture à tous. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.